Nous avons le plaisir de recevoir Joëlle Proust, qui est donc directrice de recherche au CNRS et chercheuse associée à l'Institut Jean Nicot, qui depuis quelques années, pas mal d'années maintenant, travaille sur l'animal et pas uniquement l'animal, globalement on peut dire sur tout ce qui est la philosophie de l'esprit, donc savoir ce qu'est l'esprit, savoir ce que c'est une représentation. Quand on parle de se représenter le monde, représenter la réalité extérieure, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et donc c'est à ce titre-là aussi qu'évidemment il est très intéressant de s'intéresser aux animaux, puisque les animaux sont un petit peu en quelque sorte les espèces par lesquelles la pensée commence à apparaître, ce qui nous donne aussi en retour une image de ce que c'est que penser pour les hommes. Et donc à ce titre-là, vous allez faire une intervention dont le titre est « Esprit animal, esprit humain, points communs et différences ». Je suis très heureuse d'être ici. Figurez-vous que c'est à Orléans que j'ai fait mes études jusqu'à la classe de 3e comprise. Et c'est très émouvant pour moi de me retrouver à Jean Zay. Moi j'étais à Jeanne d'Arc à l'époque. Les établissements ont changé de fonction entre temps. Alors, esprit animal, esprit humain, points communs et différences. L'exposé précédent a très bien préparé les choses pour moi, donc je vais aller rapidement là-dessus. Donc la conviction générale depuis les Stoïciens jusqu'à Descartes, c'était que seul l'homme parle, donc seul l'homme pense. Mais on peut se demander, à la lumière des travaux contemporains, ce que vaut cette affirmation. En fait, on est convaincu aujourd'hui qu'on ne peut pas répondre de façon aussi sommaire que les animaux n'ont pas d'esprit et ne sont pas conscients. Mais ça, je n'aurai pas le temps d'aborder la question de la conscience. Alors, je vais partir de 2 exemples parmi beaucoup d'autres, mais vous en avez déjà beaucoup très intéressants dans l'exposé précédent. J'examinerai l'argument de Descartes, les 2 principaux arguments de Descartes, la réponse que l'on peut faire aujourd'hui, et c'est celle que je développerai, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de pensée. Descartes avait l'air de considérer que seule une pensée qui serait véhiculée dans un langage extérieur est une forme de pensée rationnelle, et en fait, c'est une proposition qui vous a déjà été faite. Et je discuterai un petit peu le propre de l'homme, mais très rapidement, étant donné le courant de temps. Alors je pars de 2 exemples qui ne vous ont pas été présentés. C'est les labres, qui sont des poissons nettoyeurs, et les geais à gorge blanche. Je prends ces 2 exemples simplement parce qu'ils sont très fréquents d'exemples de formes de raisonnement qu'on croyait réservées aux hommes. Les nettoyeurs, ce sont des labroïdes d'Imidiatus, qui sont, vous voyez ce poisson-là, c'est un petit poisson des récifs coralliens. Et vous voyez son client dessous, c'est la brème à monocle, Scolopsis ulineatus. Alors, ça a été, ces poissons, leurs relations commerciales en quelque sorte, ont été étudiées par un chercheur qui s'appelle Bchary, qui travaille en Suisse, et qui montre que les labres se souviennent de leurs clients. Et ils traitent mieux, c'est-à-dire individuellement, ils se souviennent de chaque client individuel, et ils traitent mieux le client de passage que l'habitué. Et les clients, de leur côté, ils choisissent les nettoyeurs les plus coopératifs, parce que quand on nettoie un autre poisson et qu'on est nettoyeur, eh bien, on a tendance à préférer le mucus, qui est très bon et très nutritif. Mais si les nettoyé vient voir le nettoyeur, c'est pour être débarrassé non pas de son mucus, dont il a tout à fait besoin, mais de ses ectoparasites. Et on voit que les clients qui sont parfaitement au courant de cette possibilité de se faire arnaquer en quelque sorte, ils pratiquent l'espionnage, c'est-à-dire qu'ils vont regarder les meilleurs nettoyeurs avant de choisir quel nettoyeur ils vont prendre. Et quand le nettoyeur voit un nouveau client arriver, donc là aussi il discrimine le nouveau de l'ancien, eh bien il fait du zèle pour montrer qu'il va être un bon nettoyeur. Alors là, tout ça est tout à fait étonnant, parce que ça montre qu'il y a non seulement des comportements de coopération, mais aussi des comportements de ce qu'on appelle la théorie d'esprit, que vous n'avez pas eu le temps de présenter, et que je n'aurai pas le temps de présenter non plus, mais on comprend très bien que ça a à voir avec l'interprétation de ce que l'autre pense. Donc on voit que les labres, qui préfèrent évidemment le mucus aux extoparasites, modifient leurs préférences
en nettoyant un client, et cela seulement s'ils sont observés pour avoir accès à d'autres clients. Et tout cela a été testé expérimentalement, ça a été publié dans Nature en 2006, et on voit que ces poissons apprennent effectivement rapidement à choisir leur nourriture en dépit de leurs préférences s'ils ont une deuxième source de nourriture en vue. Donc ça a été testé en laboratoire. Deuxième exemple, les jets à gorge blanche. Aphelocoma coerulescens. Ce qu'on voit chez ces jets, c'est un usage flexible de ce qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est-à-dire la capacité de se souvenir d'un événement, de son lieu et de sa date. Là aussi, c'est quelque chose qu'on croyait réservé plus ou moins à l'époque. On sait bien sûr depuis longtemps que les jets se rappellent jusqu'à 2000 cachettes. On sait aussi maintenant, et ça a été testé en laboratoire, qu'ils se rappellent quel est le contenu de chaque cachette, si c'est périssable et ça doit être consommé dans les 24 heures, ou si ça peut attendre plusieurs jours. Et donc là aussi, on voit que c'est testé en laboratoire. Certains jets se souviennent s'ils ont été observés en cachant un gland, c'est un événement. Ils se souviennent des circonstances, est-ce qu'il y avait un autre oiseau qui m'a vu? Et s'ils ont été donc observés par un autre animal, ils sont capables de revenir plus tard pour cacher le gland ailleurs. Donc très rapidement, ils attendent que l'autre soit parti et ils le recachent ailleurs. Mais plus étonnant encore, seuls les jets qui sont des voleurs habituels font cela. C'est-à-dire, s'ils ont eux-mêmes pillé des cages d'autrui, ils recachent leur prise. Mais s'ils sont des jets honnêtes, ils ne le font pas. Donc ça nous apprend qu'il n'y a pas, ce n'est pas une composante innée qui fait cela, c'est vraiment l'expérience d'avoir volé eux-mêmes qu'ils peuvent transposer à autrui, ce qui, là aussi, est un défi dans du raisonnement. Donc j'ai pris ces deux exemples pour vous montrer que, contrairement à l'image de l'animal-machine, eh bien, ces animaux dont je vous ai parlé ne sont pas du tout dépourvus de rationalité. Ils apprennent, l'un des fondements de la rationalité, c'est d'apprendre à maximiser ses gains sans gaspiller son effort. Et cela de manière flexible à travers les différents contextes de la vie. Donc là, ils sont à fond rationnels. Et de plus, ils sont rationnels en ce qu'ils tiennent compte des congénères pour les informer parfois de la présence de prédateurs, pour les informer de la présence de nourriture, donc de manière coopérative, mais occasionnellement aussi. Occasionnellement aussi pour les manipuler et pour les voler. Donc flexibilité. Donc capable d'aider, de coopérer, mais aussi de manipuler les autres, de les voler, d'éviter les manipulations et les larcins des autres. Donc tout cela, c'est une composante complexe. Vous voyez, la rationalité s'étend à la capacité d'utiliser une variété de comportements en fonction des circonstances. Alors, bien sûr, la grande question, c'est comment ces comportements sont-ils possibles sans langage? Alors, je veux vous présenter rapidement, parce que j'ai peu de temps, l'argument, plutôt les deux arguments de René Descartes. Son premier argument très connu, exprimé dans sa lettre au marquis de Newcastle, c'est l'idée qu'il y a un contraste entre la manière dont les animaux résolvent les problèmes. Ils le font par un savoir-faire particulier et inné, qui contraste chez l'humain avec l'universalité de notre pensée. Nous ne sommes pas préparés à résoudre un problème, mais nous sommes capables d'affronter n'importe quel problème. Alors l'explication de ce contraste, c'est que les actions des animaux sont produites par le corps, comme marcher ou manger, fuir, se protéger des coups, ou agir sous l'empire d'une passion. Donc tout ça, c'est des actions qui sont créées par le corps et non pas par l'esprit. Elles procèdent d'un principe mécanique, et c'est pour cela qu'elles sont spécialisées. La toile de l'araignée, ni des oiseaux, etc. C'est le corps qui fait, l'esprit ne l'est pour rien. Le deuxième argument, c'est la théorie de l'expression nécessaire. Si les animaux pouvaient penser, ils chercheraient à communiquer leurs pensées.
indépendamment de leurs émotions et de leurs passions. Ils auront envie de faire savoir leurs raisons, etc. S'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Descartes en conclut qu'ils n'ont pas de langage intérieur, comme certains philosophes depuis l'Antiquité le pensaient. Même un animal qui ne parle pas pourrait avoir un langage intérieur où il résonne. Donc Descartes en conclut de cette théorie de l'expression nécessaire que puisqu'ils ne s'expriment pas, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité de penser, ils n'ont pas la capacité de composer des idées en concepts partagés avec autrui. Et cette capacité est à ses yeux proprement humaine. Alors, je vais aller très vite pour répondre à Descartes. Il faudrait vraiment, bien entendu, prendre le temps dans d'autres circonstances, mais là, nous avons beaucoup de choses à traiter. La première chose, c'est que le dualisme esprit-corps, qui est vraiment la marque de fabrique du cartésianisme, eh bien, ce dualisme, il est aujourd'hui intenable. Il n'existe pas deux régimes de causalité, l'un qui viendrait du corps, l'autre qui viendrait de l'esprit. Et d'ailleurs, même du temps de Descartes, c'était un problème considérable. Comment l'âme peut-elle gouverner le corps si elle n'a pas de morceaux corporels? Alors, il y avait une théorie compliquée selon laquelle la glande pinéale, qui était une partie du cerveau, était chargée d'assurer le rapport entre la causalité mentale et la causalité physique, mais personne n'était vraiment convaincu de la cohérence de cette hypothèse. Aujourd'hui, nous sommes absolument certains de l'identité corps-esprit. Certains autant que la science peut être certaine. Les neurosciences l'ont établi, il n'y a pas de pensée sans cerveau, c'est-à-dire pensée sans un corps qui participe à la collecte des informations et par exemple par la perception, par la production d'émotions. Le corps est en étroit rapport avec le cerveau, il n'existe pas d'un côté le cerveau, de l'autre côté le corps. Même aujourd'hui, lorsqu'on essaye de dire « Ah, mais c'est mon corps », mais non, c'est votre corps qui est lui-même en constante interaction avec le cerveau. Enfin, c'est un sujet passionnant, mais bon, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'en parler. Donc, c'est bien la causalité neuronale, et elle seule, enfin, je veux dire par là, les connexions neuronales en liaison avec un environnement, c'est la seule causalité qui peut expliquer comment le cerveau contrôle le corps, comment il raisonne sur ce qu'il faut faire, et comment il parle aussi. Alors évidemment, l'idée de la théorie de l'expression nécessaire, c'est anthropomorphe. C'est évidemment l'idée que l'animal serait nous s'il le pouvait. Mais évidemment, c'est pas ça le but du jeu pour un animal. La notion d'intérêt vital doit être comprise par rapport aux besoins d'une espèce. L'espèce humaine, pour des raisons très intéressantes, a vu l'émergence du langage comme favorable à son propre développement, à sa propre survie. Mais ça n'a pas été le cas dans d'autres espèces qui se débrouillent autrement avec des moyens différents. Dire que nous sommes supérieurs parce que nous avons trouvé parce que l'évolution a sélectionné le langage chez nous, évidemment, c'est une naïveté. Donc la conversation, la capacité et le besoin d'exprimer ce qu'on pense, tout ça, c'est lié à l'évolution de la coopération chez les hominidés. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie au livre de Tomasello qui s'intitule « Pourquoi nous coopérons ?», qui est traduit en français en 2015, et qui vraiment montre tout cela, tout ce que je viens de vous dire, de façon très détaillée. Donc, pour répondre à Descartes, il faut passer de l'idée qu'il y a la pensée, qui serait la forme de rationalité que nous montrons si brillamment, nous humains, dans nos comportements, de la pensée, donc à des pensées, à des types de représentations. Alors la notion de représentation, évidemment, doit être un petit peu quand même rapidement élaborée ici, parce que c'est capital pour comprendre ce qui est le support de la pensée. Il n'y aurait pas pensée s'il n'y avait pas capacité de se représenter. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ça, c'est une définition, je pense, qui est très costaud et qui restera.
Avoir un esprit, par définition, c'est pouvoir former et utiliser des représentations. D'après l'expression du philosophe David Lewis, l'esprit est un organe de représentation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une représentation? Pour simplifier, partons des connexions neuronales. Les connexions neuronales, ce sont des structures matérielles dynamiques, tout le temps en train de se modifier dans leurs activations et dans leurs liens entre elles. Ce sont des connexions neuronales qui extraient des paquets d'informations, c'est-à-dire des prédictions, qui sont utiles dans un contexte donné. Ces paquets, ils sont mémorisés, ils sont rappelés, ils sont combinés, ils sont généralisés. Ce sont ces connexions neuronales qui sont le support de tout apprentissage. Donc tout apprentissage, pour généraliser de façon, à mon avis, très solide, tout apprentissage est une prédiction. Vous prédisez ce qui va se passer après, si vous aurez à manger, si vous devrez fuir, si vous allez avoir des amis. Voilà le genre de choses à quoi vous servent vos représentations. Alors, maintenant la question cruciale, c'est est-ce qu'il y a un seul type de représentation qui nous aide à faire cela? Et la réponse est absolument non. Ça, c'est pas la réponse. Les représentations servent donc à prédire la meilleure manière d'agir et elles diffèrent selon leur structure, leur complexité et leur portée dans le temps. Alors pourquoi y en a-t-il plusieurs? Eh bien c'est précisément qu'au cours de la phylogénèse, c'est-à-dire de l'évolution des lignées, certaines représentations ont émergé les premières, mais elles ont été ensuite complétées par de nouvelles structures. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les nouvelles structures n'effacent pas les premières. L'évolution n'a pas trouvé le moyen d'effacer. Et donc, elle complète, elle additionne, elle contrôle, elle généralise, mais elle n'enlève pas ce qu'il y avait au début. Ce qui veut dire a priori une chose, c'est qu'on va retrouver chez les humains beaucoup des choses qui sont déjà présentes chez les non-humains, voire très très loin, plus bas, entre guillemets, dans l'évolution. Donc la notion de haut et de bas, je suis tout à fait d'accord, n'a pas de sens, mais quand je veux dire plus haut ou plus bas, c'est dans le temps. Le temps de l'évolution a un sens, et le fait que nous succédons à d'autres animaux, c'est un sens très précis. Alors, je commence par les premières formes d'utilisation de l'information, c'est l'utilisation de réflexes innés. Par exemple, la réaction à la brûlure. Vous l'avez encore, ce réflexe. Vous sentez une brûlure, vous retirez votre doigt, vous n'êtes pas en train de vous dire « je vais d'abord voir ce que c'est, ensuite je vais retirer mon doigt ». Eh bien, c'est un message nerveux qui part du membre, où est ressentie la brûlure en interaction bien sûr avec l'environnement, et le message va vers la moelle épinière qui commande un retrait moteur. Donc là, il y a un traitement très économique, très rapide, dont nous avons vraiment besoin pour notre survie encore maintenant. Mais ce n'est pas une représentation. Même s'il met en jeu des neurones, ce message-là n'est pas du tout modifiable, il n'est pas du tout combinable, et il n'est même pas prédictif vraiment, non plus. Il est seulement là pour entraîner immédiatement la bonne réponse. Donc je ne suis pas là à un niveau de représentation, c'est le niveau 0 si vous voulez, et pas le niveau 1, comme je ne peux pas mettre 0 sur mon PowerPoint. Alors, où les choses commencent? Vous avez peut-être des remarques, monsieur? Non? Il faut poser des questions s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien. Le premier degré des représentations, c'est les représentations intensives. Je les appelle ainsi parce qu'elles travaillent uniquement sur la quantité, l'intensité d'un signal. Ça peut être un signal positif ou un signal négatif. J'évalue l'intensité de ce signal. Ces représentations intensives, on les retrouve chez les très jeunes, les bébés, qui eux aussi ne sont pas préoccupés de savoir si c'est plaisant ou déplaisant. Véritablement, ce qui est fort est quelque chose que je rejette, et ce qui est faible, c'est quelque chose vers lequel je m'approche. Donc ça, ce sont des représentations intensives, et elles sont présentes dans bien
des façons de traiter les comportements, de traiter l'environnement. Donc il y a représentation intensive à partir du moment où le réflexe est aménagé selon les circonstances. Le réflexe par lui-même, il n'est pas, mais il y a un progrès dans l'évolution, si je peux dire, il y a une nouvelle sélection qui permet d'aménager le réflexe. Et je vais vous en donner tout de suite un exemple. C'est le lièvre de mer, autrement dit l'aplysie. C'est dommage que je n'ai pas de vidéo parce qu'on verrait ce manteau s'ouvrir et se fermer. C'est comme ça que l'animal échange avec son milieu. Il possède des organes respiratoires qui sont situés dans ce manteau, qui s'ouvre et se referme. Et à l'extrémité du manteau, il a un organe sensoriel qu'on appelle le siphon. Alors quand le siphon reçoit une stimulation tactile, les organes respiratoires se retirent sous le manteau. Les branchies, il faut les protéger. C'est un réflexe, mais c'est un réflexe qui est modulé. Alors ce qui est important, c'est que ce réflexe peut être modifié, à l'inverse des vrais réflexes, c'est pour ça que j'ai mis réflexe entre guillemets, par apprentissage. C'est-à-dire, si un stimulus tactile de faible intensité est fréquemment appliqué sur le siphon, eh bien, l'aplysie finit par ignorer la stimulation. On appelle ça l'habituation. Ça vous dit quelque chose, l'habituation? Ça ressemble beaucoup aux habitudes. Nous sommes encore dans cette capacité, nous aussi, de nous habituer. Et c'est très important pour nos apprentissages. Donc, dans le cas de l'habituation, ce que fait l'aplysie, c'est qu'elle laisse son siphon exposé au lieu de rentrer sous son manteau. Ça lui permet de continuer à faire ses petites routines en négligeant ce qui aurait pu lui paraître être un danger au départ. Et inversement, la sensibilisation se produit si un stimulus tactile de forte intensité est appliqué sur le siphon de l'aplysie. Elle apprend à ce moment-là à le replier pour des stimuli plus faibles. Donc vous voyez là, il y a un conditionnement par sensibilisation dont les humains font preuve tous les jours. Dans une névrose d'angoisse, comme on disait autrefois, eh bien justement, on craint tout, on apprend à se refermer sur soi par peur d'être à nouveau blessé, etc. Alors, ces mécanismes, Hawkins et Kandel, en 1984, les ont étudiés, ils ont appelé ça les alphabets de la pensée. Ce qui veut dire qu'ils étaient convaincus que c'était grâce à ces premiers mécanismes que nous sommes capables finalement de former des représentations beaucoup plus complexes. Et on sait maintenant, grâce à eux, d'ailleurs, quels sont exactement les emplacements des neurotransmetteurs qui permettent de réaliser cette sensibilisation et cette habituation. Donc cela, c'est connu, c'est présent dans notre cerveau, et c'est déjà présent chez l'aplysie. Alors, la fonction de ces représentations que j'appelle intensives, c'est de modifier les réponses innées d'approche et d'équipement, selon l'intensité et la fréquence des stimulations, selon leur réel danger en fait. Donc ça apprend déjà à maximiser ses bénéfices tout en minimisant les risques. Donc vous voyez, sans cela, il n'y aurait pas de rationalité nulle part. Il faut déjà qu'il y ait cela. Mais remarquez une chose importante, c'est que l'environnement n'est pas représenté. C'est-à-dire que l'aplysie ne sait pas que ce qui a touché son siphon, c'est X, Y ou Z. D'accord? C'est seulement l'idée qu'il y a une intensité qui s'est produite là, et cette intensité, soit elle est apparue comme finalement bénéfique, soit elle est quand même dangereuse. Donc c'est uniquement ça qui joue un rôle, c'est pour ça que j'ai parlé de représentation intensive. Elles ne sont pas encore catégorisantes. Je viens maintenant aux affordances, aux catégorisations d'affordance. Qu'est-ce que j'appelle catégorisation d'affordance? Eh bien, sur le support de l'évaluation que j'ai dans l'étape précédente, je vais maintenant non seulement dire c'était bon ou mauvais, c'était fort ou pas fort, je vais dire ah, c'était une nourriture très intéressante ou peu intéressante, ou c'était un prédateur vraiment très dangereux, ou c'était vraiment un prédateur mais il est très loin et je ne vais pas m'en soucier. Voilà ce que c'est que ce troisième niveau. Pourquoi on parle d'affordance? C'est un mot anglais
qui veut dire opportunité, qui était utilisé par Gibson il y a déjà une cinquantaine d'années et qui a fini par s'imposer en philosophie de la biologie et aussi en psychologie. Alors, représenter des affordances, donc, c'est la troisième étape, ça permet de caractériser plus finement la relation avec les propriétés de l'environnement. Cette fois, l'animal peut dire, ça c'était de la nourriture ou ça va être de la nourriture. C'est prédictif toujours. Hein. Comment l'animal se sert-il des affordances? Eh bien, il associe des caractéristiques perspectives très précises pour catégoriser les opportunités qui vont résulter. Vous apercevez de loin un bon plat appétissant, vous n'avez pas besoin de l'avoir déjà dégusté pour savoir que ça va vous intéresser. C'est le même principe. Vous représentez une affordance. Alors je voudrais vous prendre l'exemple de l'araignée. L'argiope rayée ici, mais j'aurais pu prendre les araignées sauteuses qui sont très intéressantes également. L'araignée peut catégoriser ses entrées perceptives, c'est-à-dire les vibrations sur sa toile, pour agir conformément aux exigences de chaque type de proie. Est-ce que c'est une proie qui se tue comme ci ou comme ça? Les proies ne sont pas équivalentes. Hein. Il en vient des proies dans sa toile. Ou, pour celles qui n'ont pas de toile, l'araignée sauteuse qui vient dans son champ de chasse. Toutes les araignées n'ont pas une toile. Alors, ce que permet la catégorisation, c'est donc, dans le cas, comme dans le cas de l'araignée où les prises sont multiples, de mémoriser d'abord les types de proies avec les actions qu'il convient de faire sur chaque type de proie, et aussi les positions dans la toile. S'il y en a 4 ou 5 qui sont prises dans la toile, eh bien il faut que je me prépare à agir de façon correcte par rapport à chacune. Donc vous voyez, là aussi, il faut une forme de mémoire, et cette mémoire, elle est fondée sur des affordances, c'est-à-dire des opportunités d'action en vue de certains résultats prédits. Eh bien, c'est ce que fait l'araignée. Elle catégorise des traits, elle utilise, par exemple, les fréquences vibratoires sur sa toile, pour savoir quel genre de proie c'est, son emplacement, bien sûr, et les odeurs. Elle est aussi capable d'olfaction. Sur le flanc, si on voulait la comparer avec d'autres espèces dont je vais parler tout à l'heure, elle ne forme pas de représentation encore d'objets indépendants. C'est seulement la relation qu'elle a avec la proie qui est représentée, pas le fait, elle ne se dit pas « tiens, c'est un moustique, tiens, c'est une mouche ». Si elle pouvait parler, elle dirait « tiens, avec ça, je fais tel geste ». Et avec ça, je fais tel autre geste. Mais elle n'a pas une représentation d'un objet particulier, réidentifié, qui fait partie de l'environnement. Elle ne fait pas référence à un monde qui est pensé comme extérieur. Voilà, ça c'est clair. Mais chez les humains aussi, très souvent, vous avez des comportements qui ne font pas référence à un monde extérieur et qui sont uniquement pensés en termes d'affordance. Et je vais vous donner un exemple qui va vous faire bondir, c'est l'amour. L'amour romantique ou la passion amoureuse, c'est un cas d'affordance qui ne suppose pas a priori une représentation particulière de l'objet comme extérieur et appartenant à l'environnement. Mais là, ça nous engagerait très loin à discuter de ça, mais méditez-le, ça peut vous être utile dans la vie. Alors, le dernier type de représentation qui a émergé pour l'instant dans l'évolution de la cognition, c'est les représentations détachées. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation détachée? Eh bien, à l'inverse des autres, puisque les deux autres types sont l'évaluation intensive et l'évaluation catégorisante, c'était très immergé dans mes besoins à moi. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je serais content de faire ci, je serais content de faire ça. C'est la relation que j'ai avec mes opportunités. D'accord? Alors que par représentation détachée, on entend une représentation qui, non pas évalue, mais qui décrit les éléments d'une situation en neutralisant le point de vue de l'agent.
Alors ça, c'est ce que les philosophes, depuis toujours, ont pensé qui constituait le noyau rationnel de la pensée. Penser, c'est faire référence à des objets indépendants, leur attribuer des propriétés dans une proposition. Hein. En philosophie, on parle de propositions, c'est-à-dire de phrases qui peuvent être logiquement représentées comme tel objet a telle propriété. Donc une fonction avec un argument. Donc si vous regardez un petit peu ce schéma, vous voyez que l'évaluation est centrée sur la réactivité de l'organisme, par exemple ses besoins, ses émotions, ses programmes moteurs innés, alors que la description est centrée sur la référence à un objet, indépendamment des propriétés présentes du porteur. Donc si je dis par exemple « il pleut », je ne suis pas en train de dire « ça me fait quelque chose qu'il pleuve » ou « c'est bien ou c'est pas bien qu'il pleuve ». Je dis simplement « c'est un fait qu'il pleuve ». Évidemment, la communication humaine a tout à fait besoin de ce genre de description. Imaginez que nous soyons toujours en train de parler de nos affordances les uns avec les autres, ce qui arrive un peu en cours de récréation parfois, hein, où on ne parle pas à quelqu'un, en fait on parle de soi parce que c'est le sujet important. Mais si vous voulez une communication constructive et coopérative, il vaut mieux avoir un point de vue qui est détaché de soi-même. Alors, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que la pensée conceptuelle, elle passe essentiellement par des représentations détachées. Je dis essentiellement parce que la chose est compliquée, il y a des points de vue différents sur le fait que l'évaluation, dans sa phase catégorisante, implique ou non des concepts. Par exemple, il y a un philosophe qui s'appelle Colin Allen qui défend l'idée que même les animaux utilisent des concepts tout le temps, et je vais d'ailleurs défendre cette idée dans un moment. Alors que d'autres disent non, c'est pas des concepts. Mais voyons déjà les éléments du dossier. Il y a deux raisons qui laissent penser que la pensée conceptuelle passe par des représentations détachées. D'une part, penser conceptuellement, ça suppose de dire qu'on s'est trompé. Qu'on pose d'abord une proposition comme vraie, puis après on réalise qu'on s'est trompé, et donc on reconnaît qu'on l'a fait. C'est très important pour ça de dire, bah oui, l'objet, je croyais qu'il avait telle propriété, mais il ne l'a pas. C'est l'un des supports de la communication humaine, évidemment, d'établir les faits. Et d'autre part, la pensée conceptuelle exige la généralisation. Appliquer un concept, qu'est-ce que c'est appliquer un concept? Eh bien, c'est classer le monde en deux types d'objets. Il y a ceux qui tombent sous son concept, et puis ceux qui n'y tombent pas. Et ça, c'est très important parce qu'on va pouvoir, à chaque nouvel objet, savoir si, on va essayer de savoir si oui ou non il tombe sous le concept en question. Pensez au concept d'homme, par exemple. À chaque fois qu'on a découvert de nouvelles tribus lointaines, on s'est demandé est-ce que ce sont des hommes ou est-ce que ce ne sont pas des hommes. Voilà une pensée très importante pour la généralisation d'un concept. Avec, comme vous savez, les désastres que cela a été au début, de savoir justement, de penser que les hommes doivent me ressembler, sinon ce ne sont pas des hommes. D'ailleurs, vous voyez dans cette même, dans la description que je viens de donner, me ressembler, c'est une affordance. J'ai envie d'avoir autour de moi des gens qui me ressemblent, donc je vais dire les hommes sont ceux-là. Mais vous voyez bien que là, il y a un dérapage de la pensée conceptuelle à cause de la pensée évaluative. Et enfin, l'important de la pensée conceptuelle, c'est la combinaison. Combiner les propriétés entre elles, par exemple, penser à la connaissance biologique des espèces, c'est hallucinant. Ce que l'on sait maintenant de la manière dont les propriétés se combinent parce que les animaux considérés relèvent de telle ou telle espèce. Donc tout ça est très important. Alors comment maintenant peut-on savoir si un animal accède à la représentation détachée? Eh bien, il y a deux méthodes possibles. Soit analyser ses comportements pour voir s'il manifeste une capacité de révision d'erreurs et de généralisation. Voyons cela. Le problème, c'est que cette méthode, elle n'est pas infaillible parce que l'évolution a sélectionné des mécanismes aveugles qui évoquent
la révision et la généralisation. Donc c'est très difficile de savoir si un animal a formé un concept parce que ces mécanismes d'apprentissage évaluatif se généralisent d'eux-mêmes, ou bien si c'est parce qu'ils ont une représentation du concept qui est construite sur des propriétés et qui lui permettent de former des inférences. Donc là, on a vraiment une grosse discussion, toujours en cours, sur cette question. Alors la deuxième possibilité, c'est de regarder les systèmes neuronaux. Puisque nous nous donnons le droit de regarder les cerveaux des animaux de façon extraordinairement détaillée grâce à des mécanismes qui sont vraiment invasifs pour le cerveau animal, comme planter des électrodes dans le cerveau d'animal, nous devons pouvoir savoir si l'animal a les éléments pour former une représentation détachée du monde. Et c'est ce qui a été fait dans le cadre de la chouette effraie, Tito alba. Regardez-moi ce bel oiseau. Vous avez peut-être déjà vu, puisqu'ils aiment bien voisiner les humains, dans les granges, etc. Eh bien, Tito alba, la chouette effraie, est intéressée évidemment par des petits mammifères qu'elle chasse la nuit. Et pour ça, elle se sert de deux éléments essentiels, de sa vision et de son audition. Alors là, se pose une question très intéressante. C'est, est-ce qu'elle extrait la notion d'objet? Un objet qui serait à la fois vu et entendu? Ou est-ce qu'elle ne fait que travailler sur des affordances qui se trouvent par hasard converger vers l'objet en question? Eh bien, l'idée, c'est que pour qu'elle repère un invariant spatial, pour qu'elle sache qu'il y a un objet indépendant, il faut que les neurones de la vision et de l'audition communiquent entre eux d'une manière particulière, s'informent respectivement, et se corrigent, se réalisent respectivement. C'est ce qu'on appelle des neurones intermodaux. Et il faut, pour donc qu'on parle de pensée objective, qu'ils puissent travailler ensemble à la véritable localisation de l'objet. Et donc ça a été fait, on a bouché l'oreille d'une jeune chouette effraie, et donc on a perturbé la correspondance entre la représentation visuelle et la représentation sonore de son stimulus, mettons un petit rat. Et nous voyons que la chouette effraie arrive à rétablir la congruence spatiale, c'est-à-dire que les neurones de la carte auditive vont être réalignés sur la carte visuelle. Donc là, il y a une primauté du visuel sur l'auditif. C'est comme si le cerveau de la chouette disait « j'ai des informations discordantes entre ma vision et mon audition, ça doit venir de l'audition, je vais rectifier ma carte de l'audition. » Est-ce que vous voyez un peu ce mécanisme? Parce que s'il n'y avait pas un tel mécanisme, on ne pourrait pas dire que la chouette voit des objets. Elle aurait une vision qui est souvent en désaccord avec son audition, elle s'en sortirait quand même, parce qu'il y aurait les intensités de l'audition et la vision qui finiraient par trouver une négociation. Mais ça n'est pas la même chose que de réaligner complètement sa carte, au point que lorsqu'elle est dans une nouvelle situation, maintenant, elle va immédiatement extraire un objet dans un certain lieu. Donc ça, cette recalibration, on appelle cette recalibration, c'est comme un instrument de précision qui permet de mettre ensemble les cartes perceptives, visuelles, auditives et autres. Eh bien, ça permet aux animaux, dont nous-mêmes, de corriger nos entrées perceptives pour extraire des invariants. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce mécanisme est présent chez les oiseaux, chez les reptiles et chez les mammifères. Alors, ça veut dire que, potentiellement, les oiseaux, les reptiles et les mammifères voient le monde comme composé d'objets à qui il arrive certaines choses, qui traversent, qui peuvent changer leur propriété, etc. Donc, ils voient le monde en objet et en événement. Ils mémorisent probablement aussi les choses en termes de faits et de souvenirs qui sont applicables dans d'autres contextes et à d'autres individus.
du jet qui cachait le gland, quand il avait lui-même volé le gland d'un autre, eh bien, ça veut dire qu'il projetait sur cet autre sa propre expérience, et donc ce sont ces représentations détachées qui semblent être capables de faire le joint. Sinon, il y aurait un détachement complet entre l'évaluation de moi en tant que prédateur et moi en tant que celui qui est volé. Je ne pourrais pas faire la connexion. Alors, par exemple, il y a des animaux qui ne l'ont pas, cette capacité, c'est la guêpe Ammophila, du moins dans certaines activités. On a vu chez l'homme aussi, nous sommes déficients dans certaines activités. Elle n'a pas de mémoire de l'âge de ses larves, qui sont cachées dans des trous différents, et elle doit visiter chaque stérier pour savoir quelle est la nourriture. C'est comme si seulement, quand elle voit, qu'elle comprend. Ça, c'est typiquement de la fordance catégorisante. Elle n'a pas cette capacité de former des pensées détachées, au moins sur ce sujet. Donc en résumé, j'ai dit qu'il y avait 3 types de représentations. Les représentations intensives, qui sont issues de la perception immédiate. Des représentations d'affordance qui catégorisent des types de situations utiles ou dangereuses. Et des représentations conceptuelles qui sont relatives cette fois à des objets et à leurs propriétés, et qui sont détachables du contexte et généralisables. Donc nous avons vu la plisie, représentation intensive, l'araignée, les représentations d'affordance, et pour les représentations conceptuelles, nous avons les oiseaux, les reptiles, les mammifères, qui sont probablement ces représentations conceptuelles, dépendantes à la fois d'attentes innées et de capacités de mémorisation également innées. Donc chez l'homme, nous avons ces capacités, évidemment. Donc vous voyez, ces capacités ne dépendent peut-être pas uniquement du langage, même si le langage, qui repose pour beaucoup, mais pas essentiel, pas uniquement sur la pensée détachée, nous aide évidemment à former ces représentations conceptuelles. Par exemple, chez l'humain, donc, nous avons les représentations intensives qui sont préservées dans tous les apprentissages, parce que sans ça, on ne saurait pas du tout former de moindre régularité si nous n'avions pas de représentation intensive. Nous avons des représentations d'affordance qui sont la base de toutes les décisions d'agir, la base de nos émotions, la base aussi de beaucoup de nos conversations. Quand je raconte, c'était génial, voilà une affordance. Je suis en train de parler de mes affordances. Quand je dis ne va pas là, c'est d'un ennui complet. Voilà encore une autre affordance que je communique. Et puis enfin, les représentations conceptuelles chez l'homme, c'est de la mémoire sémantique. Quand je dis par exemple, telle chose veut dire telle autre chose, quand je dis Napoléon mort à Saint-Hilaire, voilà le genre de mémoire sémantique qui fait partie de mon encyclopédie personnelle. Ce sont des représentations conceptuelles qui m'ont été transmises. La mémoire épisodique, c'est ce qui m'est arrivé à moi, mais que je représente de façon détachée. Quand je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été élève au lycée Jeanne d'Arc, voilà un exemple de mémoire épisodique. Et puis, la planification et le raisonnement, ce sont également des présentations conceptuelles qui participent de cette planification et de ce raisonnement. Donc je pense en effet que tous les exemples qui vous ont été donnés tout à l'heure de capacité de planifier chez les autres primates présentent des cas de pensée conceptuelle. Alors, l'émotion est-elle opposée à la raison? On a vu que c'est un des axes essentiels de toute cette discussion. Descartes pensait que la raison humaine est exempte de toute émotion. Or, les animaux non humains réussissent très bien à prévoir leurs erreurs dans des tâches de discrimination ou de rappel mémorial. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Sans émotion, nous ne serions pas capables d'évaluer notre rationalité elle-même. Alors là, c'est un scoop, hein, c'est un travail qui est fait depuis, disons, une dizaine d'années, une quinzaine d'années en primatologie, mais qui est aujourd'hui généralisé dans d'autres domaines de la biologie et qui a bouleversé beaucoup la compréhension du raisonnement humain. Je vais vous parler ici de ce qu'on appelle la métacognition. En fait, c'est le cœur de mon travail actuel.
Et figurez-vous que je travaille sur la métacognition dans le contexte de la classe. En éducation nationale, je travaille au CESEN, le Conseil scientifique d'éducation nationale, et j'essaye de faire des propositions aux enseignants concernant justement ce que je suis en train de présenter ici, à savoir la métacognition qui s'applique aux élèves, à leurs enseignants, à vous et moi, à tout le monde, et qui s'applique aussi à beaucoup des mammifères dont nous avons déjà parlé, et il resterait à faire le travail sur l'oiseau et sur les reptiles, mais je pense que ça viendra. Alors, qu'est-ce que c'est que la métacognition? C'est un ensemble de compétences qui permettent d'évaluer l'adéquation cognitive de ses propres dispositions relatives à un certain but cognitif. Par exemple, votre mémoire, votre perception, vous êtes sans arrêt en train d'évaluer. Vous vous dites, là je me rappelle bien, là je ne me rappelle pas bien, ou bien là je perçois bien, là j'ai besoin de regarder une deuxième fois, ou de prendre une loupe. Eh bien ce contrôle-là, il dépend d'une forme d'évaluation. Et cette forme d'évaluation, on l'a déjà rencontrée, c'est une forme de représentation particulière qui est l'évaluation catégorisante. Donc l'évaluation catégorisante, nous la voyons maintenant se tourner sur notre propre pensée, notre propre perception, notre propre mémoire, notre propre raisonnement. Et le plus étonnant, c'est que nous allons voir que les autres animaux font exactement comme nous. Donc, exemple d'évaluation métacognitive, c'est évaluer la valeur d'une réponse cognitive après l'avoir donnée. Par exemple, vous avez rendu un devoir et vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait ce devoir? Tout le temps, vous vous posez cette question, non? Vous avez rendu le devoir et vous essayez de prédire votre note. Eh bien, ça, c'est un exemple de métacognition. Mais avant de faire le devoir, vous voyez le problème, étant que c'est des maths. Vous devez aussi faire une prédiction. Est-ce que je vais être capable de faire cet exercice? Et est-ce qu'il est facile ou pas facile? Et selon votre propre réponse, vous allez y mettre beaucoup d'efforts ou pas beaucoup d'efforts. Et figurez-vous que c'est dans ces deux façons de se poser des questions que réside votre possible succès scolaire ou malheureusement votre échec. Donc il faut vraiment être attentif là. Il faut vraiment être attentif, il y va du cœur même d'une existence humaine. C'est très triste à dire parce que on sait aujourd'hui que cela est soumis à des inégalités sociales très graves qui empêchent certains très jeunes enfants de bénéficier des conditions qui vont leur permettre de développer leur métacognition. Donc c'est très très important. Alors, savoir quand on sait ou non, ou quand on se trompe, et ça c'est un scoop aussi, ça fait appel non pas à des jugements, proprement parler, à des jugements détachés, mais à des sentiments. J'ai un sentiment d'effort qui me renseigne sur l'effort que je donne. Vous n'avez pas de forme d'accès à l'effort, sinon par un sentiment. Le sentiment de savoir ou d'ignorer, le sentiment de facilité ou de difficulté, le sentiment de comprendre ou de ne pas comprendre, le sentiment de s'ennuyer, mesdemoiselles. Le sentiment de s'ennuyer, c'est un sentiment. Le sentiment de préférer regarder Facebook plutôt que d'écouter, c'est un sentiment. Et le sentiment d'avoir raison, en plus, c'est un sentiment. Donc je vous conseille d'éduquer vos sentiments parce qu'ils sont la clé de beaucoup de choses importantes pour votre vie. Alors voyons les expérimentations sur l'animal qui montrent que l'animal a exactement comme nous des sentiments pour apprécier ce qu'il peut bien faire. C'est un travail d'une équipe avec qui j'ai eu vraiment le bonheur de coopérer sur 3 ans en fait, pour développer des expérimentations particulières sur la métacognition chez le singe. Mais bien avant de le rencontrer, Smith et son équipe avaient travaillé déjà sur le singe, le rhésus, et sur le dauphin. Et ils avaient à l'époque montré que les dauphins et les singes rhésus sont capables de déterminer la probabilité avec laquelle ils sont susceptibles de réussir à une tâche de discrimination visuelle ou auditive. Et
lorsqu'ils ont l'option de choisir une autre tâche moins payante mais plus facile, ils le font, seulement quand le texte de discrimination est trop difficile. Donc ils ont la capacité de prédire la difficulté d'une tâche et de choisir la tâche qui correspond à leur aptitude réelle. Et l'attitude réelle qui dépend de ce qu'ils ont sous les yeux, de la tâche qu'ils ont sous les yeux. Alors voilà la tâche. Vous avez le singe Rhésus à gauche, il est en cage et il voit, pardon, il n'est pas en cage, il est devant un écran, mais dans un laboratoire. Moi, ça s'associe assez bien avec une cage, heureusement. C'est un animal expérimental. Et il voit devant lui, vous voyez, ce schéma ici de densité, ce carré de densité, et il doit choisir si c'est un carré de type dense ou de type pas dense. Alors comment est-ce qu'il a appris cela? Eh bien, c'est qu'on l'a entraîné dans un premier temps à reconnaître, à discriminer le dense pas dense. Il a fait un apprentissage de type tout à fait classique avec renforcement. Mais maintenant, il n'a plus de renforcement du tout. Il voit un nouveau stimulus qu'il n'a pas encore vu. Il doit dire, est-ce que c'est dense ou est-ce que c'est pas dense? Et puis, s'il ne sait pas, et autour du seuil entre le dense et le pas dense, il y aura forcément des cas difficiles à déterminer, eh bien, il dira, je ne sais pas. Il va donc choisir la touche incertaine qui est ici, l'étoile. Donc, s'il dit c'est sparse, il appuie sur le sparse. S'il appuie sur dense, il appuie sur dense, ou sinon il appuie sur incertain. Et nous voyons que les résultats entre les singes et les humains sont très semblables. Nous voyons que les courbes se recoupent tout à fait, c'est-à-dire que les animaux jugent quelque chose d'incertain, exactement comme l'homme, quand ils sont exactement à la frontière entre les deux catégories qui ont été arbitrairement construites par l'expérimentateur. Alors évidemment, ça a fait du bruit dans Landerneau, parce que nous voyons que la rationalité dont nous sentons les seuls dépositaires, eh bien en fait nous l'avons hérité. Nous l'avons hérité d'autres animaux. Et en fait, quand on voit aujourd'hui, on regarde seulement les choses qui ont été testées, nous avons la métacognition dont je vous parle, c'est-à-dire sur des exercices de vision ou de mémoire, qui ont été trouvés positifs chez les grands singes, naturellement. Les 3 grandes espèces de singes sont métacognitifs, les rhésus macaques. Alors, les singes capucins, maintenant, on avait dit non au départ, mais en fait, maintenant, on a de nouvelles expérimentations qui montrent que si, donc j'aurais dû les rétablir à gauche, là. Les mammifères marins, donc on a testé les dauphins nés en bouteille. Les rats, c'est oui aussi. Les pigeons et les vantales, qui sont une autre espèce de volatile, sont des métacognitions, sont également spécialisés, mais eux, dans la métacognition rétrospective. Ils n'ont pas le sens prédictif encore, du moins jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y a une certaine tâche où ils sont capables de. Alors vous pouvez vous dire, mais alors comment est-ce qu'ils font pour prédire, comment est-ce que nous faisons pour prédire, pour avoir les bons sentiments au bon moment? Eh bien, l'idée c'est que nous avons sous ces sentiments, déjà en amont, nous avons des informations inconscientes qui nous prédisent un échec ou un succès sur la base des essais antérieurs. Ces informations inconscientes, on appelle ça des heuristiques, parce que c'est prédictif, mais c'est totalement inconscient. La seule façon dont ces heuristiques deviennent conscientes, c'est précisément dans le sentiment de pouvoir le faire ou de ne pas pouvoir le faire. Donc Descartes se trompait en opposant la raison et l'émotion. Alors, en quelques mots, parce que je sais que j'ai plus de temps maintenant, je vais seulement parler très rapidement de ce qu'on appelle le propre de l'homme, le logos, dans le discours aristotélicien. Alors, nous avons le langage verbal, évidemment, qui est un moyen de coordination et de coopération humaine, ça nous l'avons en propre. Il y a bien entendu des formes de communication chez les autres animaux. Je connais bien le travail de Schenker parce que c'est mon camarade à l'Institut Jean Vico, et donc il nous a montré déjà ses travaux, c'est très, très étonnant, ces travaux sur les singes de Campbell, qui sont capables de faire des inférences aussi très semblables à ce qui se passe dans la communication humaine.
Mais disons, le langage verbal tel que nous le connaissons, de toute évidence, ce langage verbal qui peut s'adapter à n'importe quelle situation, nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Nous sommes les seuls aussi à avoir la transmission de la culture et du savoir, comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce que vous permet l'école, mais aussi dans les sociétés traditionnelles par d'autres moyens. Ça, c'est proprement humain, même si, évidemment, il y a des formes qui sont déjà présentes chez les autres animaux, comme nous l'avions exposé précédemment. Alors, nous avons également l'extension de la pensée conceptuelle à la pensée théorique, c'est-à-dire à la capacité de construire des grands schémas causaux explicatifs. Ça aussi, c'est propre à l'homme. Et ça permet de développer les sciences, les techniques, la philosophie, de prendre le contrôle de la planète et, finalement, comme vous le savez, d'en exploiter les ressources au mépris de la survie des autres espèces. Les sociétés occidentales tentent à penser que l'homme est maître et possesseur de la nature, selon l'expression de Descartes, mais ce n'est que provisoirement vrai, puisque cette possession conduit inévitablement à la dégradation des conditions de vie sur la planète, comme vous le savez tous, malheureusement très bien. Donc est-il rationnel, pour finir, de parler de la supériorité humaine? L'idée de supériorité applique un critère humain d'évaluation. Ça, c'est typiquement humain de savoir qui est le meilleur de la classe. Hein? Le meilleur de la classe, le meilleur de la phylogénie, c'est tout. Mais si un bonobo pouvait se prononcer, qui se jugerait, lui, supérieur à l'humanité, dans ce qui lui importe, la paix sociale, un poisson dirait, on dirait une fable de La Fontaine, non? Un poisson dirait, ah mais moi je nage beaucoup mieux que les humains. Un aigle dirait, mais moi je vois beaucoup mieux que les humains. En fait, tout ça, c'est quand même un critère fondamentalement humain. Je crois que ces animaux se fichent totalement de savoir qui est supérieur à qui. Mais la représentation de la supériorité humaine sert à justifier l'exploitation massive des autres espèces. Pensez à l'industrie alimentaire, les loisirs de chasse, de pêche, les fourrures, les parures, les médicaments, la recherche elle-même. Donc nous sommes pris dans une structure économique qui nous engage à continuer à penser que nous sommes les meilleurs et que nous pouvons nous servir des autres animaux comme nous l'entendons. Les biologistes de l'évolution, et ça, ce que vous avez déjà été dit, considèrent que chaque espèce est sélectionnée par sa fitness, sa capacité reproductive, mais dans l'environnement qui est le sien. Les besoins d'une baleine ne sont pas les besoins des humains. Donc toute considération de supériorité est totalement dépourvue de sens, puisqu'en fait c'est supériorité pour vivre comment? Si c'est supériorité pour vivre comme une baleine, la baleine est meilleure que nous. Si c'est supériorité pour vivre comme un humain, bon, d'accord, nous faisons mieux que les baleines pour être humains. C'est tautologique. Alors, n'oubliez pas que l'évolution d'Homo sapiens n'est pas terminée. Sauf si nous disparaissons avant que se produise ce grand chamboulement du successeur de Sapiens. Est-ce qu'il sera supérieur ou simplement adapté au nouvel environnement créé par le réchauffement climatique? Peut-être qu'il sera, à certains égards, très peu intelligent. Peut-être qu'il aura uniquement sa spécialisation, ce sera d'échapper au danger du réchauffement climatique. Donc ne crions pas cocorico parce que nous succédons à une espèce. Vous voyez ce qui nous attend dans le futur, c'est pas forcément beaucoup mieux que ce que nous avons maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation, très riche, très dense. Je passe tout de suite la parole aux élèves qui voudraient poser des questions, demander des compléments d'information, réagir aussi à la fin du propos. Pas de questions? Rien compris. Je voulais savoir
Bonsoir. Normalement, vous vouliez aborder le sujet de la conscience des animaux. Et finalement, est-ce que vous pouvez donner une réponse brève là-dessus? Non, je vous ai dit que je n'allais pas en parler. Hein. Je vous ai dit que j'allais en parler, je vous ai dit que je n'allais pas en parler. C'est ça que vous m'avez dit là? Je ne sais pas ce que je dis. Non, excusez-moi. Alors, la conscience animale, est-ce que j'ai besoin de micro? Oui, la conscience animale, c'est un sujet tout à fait passionnant. Jacob Panksepp, qui vous a été présenté tout à l'heure, est l'un de ceux parmi les neuroscientistes qui défendent l'idée que les animaux sont conscients. Alors il y a tout un enjeu commercial et industriel pour dire ça, plutôt pour ne pas le dire, qui est que ça coûte très cher de dire cela. C'est-à-dire que si l'animal est conscient, du coup, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. Et il y a donc un débat très intense, y compris en France, pour essayer de limiter les conclusions que l'on peut faire sur la base des travaux de Panksepp. Je pense personnellement que l'animal est conscient jusqu'au ver de terre, y compris le ver de terre. Je pense que sans conscience, l'évaluation n'aurait pas de conditions de possibilité. Donc si vous voulez, vous avez vu qu'il y avait plusieurs niveaux de représentation et que les niveaux les plus élémentaires, ce sont des évaluations. Qu'est-ce qu'une évaluation? C'est une évaluation de ce qui fait du bien, ce qui ne fait pas du bien. Et donc, pour évaluer ça, le mieux encore, c'est d'avoir une conscience. Parce que les heuristiques inconscientes donnent lieu à des sentiments, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les sentiments, eux, ils sont tous conscients, les sentiments. Les heuristiques, elles sont toutes inconscientes. Mais elles ont un problème, les heuristiques, c'est qu'on ne peut pas les mettre ensemble. Si vous avez un très beau plat cuisiné devant vous, et que par ailleurs vous vous rappelez que vous êtes dans un état de santé très déficient, qui fait que si vous mangiez ce plat, ça vous créerait des problèmes épouvantables. Il faut que vous mettiez ensemble ces deux sentiments. C'est parce que vous avez des sentiments conscients que vous pouvez utiliser les deux sentiments pour se contrebalancer. On parle ici les neuroscientifiques. Les neuroscientifiques disent que les sentiments, c'est la monnaie commune de la pensée. On ne peut pas mettre ensemble deux choses pour dégager une préférence qui équilibre les deux si on n'a pas une pensée consciente, enfin un sentiment conscient. Donc ma réponse, c'est que les sentiments étant absolument capitaux pour toutes les formes de décision, les animaux sont conscients. Ça, c'est ma position. Naturellement, vous trouverez des tas de gens qui sont contre cette idée, mais avec d'autres arguments qui ne prennent pas en compte le bien. J'ai une question un petit peu, enfin qui va vous paraître peut-être un petit peu bizarre, hein, c'est par rapport à la métacognition des araignées ou l'absence plutôt du lièvre de mer ou de la guêpe, voilà. Je voulais savoir, est-ce qu'on est sûr, enfin bien sûr je ne suis pas scientifique, hein, je m'excuse de poser la question d'abord. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de métacognition parce qu'on pourrait, en tant qu'humain, avoir raté une expérience, par exemple? Non, mais vous avez tout à fait raison de dire ça. Vous ne devriez pas vous excuser du tout. Parce qu'en fait, prouver que quelque chose n'existe pas, c'est pas possible. Et donc, on peut toujours dire, mais c'est parce que vous n'avez pas testé correctement. Regardez les pigeons. On disait qu'ils n'avaient pas de métacognition. Et puis en fait, on les a mieux testés, on a trouvé que 6 en avaient. Les rats, pareil. Donc, je crois qu'on est dans un moment cruel d'expérimentation, mais on ne peut évidemment pas, avec les moyens restreints de la recherche en matière d'animal, hein, vous savez à quel point les financements sont limités, on ne peut pas expérimenter sur des centaines et des milliers d'espèces comme on devrait. Donc, on n'a pas de données. Sur la métacognition, à part les mammifères supérieurs, dits supérieurs, on a très peu de choses. Donc même l'oiseau, dans quelle mesure le gère reconnaît-il qu'il s'est trompé, prédit-il s'il sera capable de se rappeler, ça on ne sait pas. Mais c'est pas parce qu'on ne l'a pas montré que ça ne peut pas réaliser.
Dernière question peut-être? Oui. Et ben en fait, je voudrais faire un rapprochement entre ce que vous avez évoqué sur la vie, sur la constitution du cerveau de l'animal, comment il fonctionne. Et en fait, je voulais rapprocher ça avec l'intelligence artificielle justement parce que son fonctionnement est un peu similaire. C'est grâce à un réseau neuronal, on arrive à avoir par des informations d'entrée à pouvoir interagir avec son environnement. Donc il y a aussi une capacité d'adaptation entre la perception qu'on a de son environnement et les interactions qu'on a pour pouvoir agir. Et en fait, ma question c'était comment, au gré de son expérience de vie, l'animal construit son architecture neuronale comme en fait son intelligence artificielle. Alors là, je désapprouve votre com, parce que c'est vrai qu'en intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, qui permet à un nouveau système de découvrir s'il a raison de dire que cet objet est une fleur ou pas, par exemple. Donc il y a un humain derrière qui lui dit non, ça c'est pas ça, c'est une fleur. Donc il apprend finalement à se dégager de l'homme et à catégoriser les fleurs tout seul. Mais le problème qu'il ne peut pas avoir, c'est des évaluations. Il ne peut pas avoir d'évaluation parce qu'il n'a pas d'émotion. Oui, mais et alors on peut essayer de bidouiller la machine en disant bon bah je vais dire que ça c'est une émotion parce que moi je lui ai dit tu devrais être ému là. Mais le problème de faire ça c'est que l'ordinateur ne pourra pas, n'a pas d'affordance lui. Et donc il va être limité dans les informations. Et on a ce qu'on appelle le frame problem qui se pose, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment représenter pour un ordinateur l'ensemble de toutes les situations où il ne devrait pas dire que c'est quelque chose de positif. Et ça, ce que je vous dis là, c'est reconnu, par exemple, Jean-Louis de Sade, dans son dernier livre sur l'intelligence artificielle, il dit exactement ça. Arrêtons de dire que l'intelligence artificielle va faire mieux que l'homme, parce que pour l'instant, il y a ce gigantesque trou de la manière d'acquérir ce que nous apprenons par renforcement, de façon tout à fait spontanée et sans y penser. Donc en fait, la formance ne pourra jamais se reproduire scientifiquement. Attendez, reproduire scientifiquement, vous parlez techniquement par un système qui n'est pas vivant. Oui. Dans les limites actuelles de ce que l'on sait, non. Mais ça ne veut pas dire que demain, on ne trouvera pas les moyens d'avoir des ordinateurs sensitifs, j'en sais rien. Oui. Mais pour l'instant, non. D'accord, merci. Vous sous-entendez que les affordances sont innées et non pas acquises alors? Attendez, j'ai pas dit les affordances. Une affordance, c'est une catégorisation. Par exemple, catégoriser un plat comme étant succulent suppose quand même que j'ai déjà été exposé à ce type de plat. Si quelqu'un qui vient d'une autre culture n'est pas exposé à ce type de plat, il n'aura pas d'affordance concernant ce plat. D'accord? Donc ça ne peut pas être totalement inné. Mais il y a une présensibilisation, en effet, qui dépend du fait que je suis un humain ou je suis autre chose et j'ai besoin de nourriture, mettons. D'accord? Et cette composante de l'affordance, mes opportunités de base, elles sont là. Bien entendu, il y a les opportunités de base qui sont comme l'alcool ou la drogue, qui deviennent des affordances incroyables qui n'étaient pas prévues par le génome. Hein. Mais il se trouve qu'ils excitent précisément des sites dopaminergiques qui sont, eux, prévus par le génome. Donc, vous voyez, il y a quand même une base biologique. C'est ça l'idée. Il y a beaucoup quand même de sentiments qui ont été acquis par mimétisme. Quand on dit à un enfant qu'un coucher de soleil est beau, et quand il lit Petit Prince et qu'il lit que le coucher de soleil est beau, tout à fait d'accord. Il apprend que le coucher de soleil est beau. C'est pas ce que je viens de dire. Je vous dis précisément que je suis d'accord sur le fait qu'il y a des apprentissages qui vont orienter les affordances de cette ou telle manière, mais vous ne pouvez pas créer un sentiment de beauté chez un être, par exemple, qui serait dépourvu de la capacité d'apprécier. Quand vous regardez les exemples, vous voyez qu'on ne crée pas un sens. Tenez, par exemple, si vous avez quelqu'un qui a un problème cognitif, un déficit cognitif précis,
qui l'empêche d'évaluer telle ou telle chose, vous avez beau faire ce que vous voulez, il ne parviendra pas à le faire comme vous le faites, précisément à cause de son déficit. Vous voyez, donc c'est pas quelque chose qui est malléable à l'infini, l'évaluation. Il faut une base biologique. Donc on vous remercie beaucoup, Madame Proust, Madame